Parentologie est un podcast d'Egora, le site d'actualité des médecins et des étudiants en médecine. Précédemment, depuis l'âge de 18 ans, Simon, le fils du docteur Bizouarne, enchaîne les séjours en hôpital psychiatrique. Contention, chambre d'isolement, traitement médicamenteux imposé, sa famille assiste, impuissante, à ces internements d'une grande violence et tente de faire face à la maladie avec des soignants démunis. Vous écoutez Parentologie, mon fils est schizophrène, deuxième et dernière partie. Le diagnostic, on ne l'a pas mis de nom tout de suite, mais l'état psychotique a été quand même posé rapidement, plusieurs mois je dirais. De toute façon, le délai est régulé un état psychotique, mais la chronicisation, oui, au bout de 3-4 mois, au bout de 4-5 hospites, on commence à s'inquiéter de la chronicisation. Et le mot schizophrénie a été prononcé la dernière semaine, en fait, donc, en 2010, le lundi. Je m'en souviens très bien, on m'a appelé, ici à l'hôpital. Genre, votre fils a une schizophrénie. Alors, je m'en souviens très bien que je leur ai dit, écoutez, je le savais, merci. Mais ça, c'était pas une convocation, c'était au téléphone. Donc c'est sa dernière hospice, ça. Pour toujours dans les mêmes circonstances, en fait. Et puis, le lundi, il m'appelle. Et puis, le jeudi, Simon me rappelle. On n'avait pas le droit, parce que c'était sa dernière hospice, on n'avait pas, en plus pas le droit d'aller le voir. Parce que c'était le deal, à chaque fois, quand il faisait des crises. Nous, les parents, n'avaient pas le droit de le voir tout de suite. Pour des raisons, j'imagine, théoriques, de relations peut-être délétères avec les parents. Je ne sais à peu près rien. Je ne sais pas les causes théoriques de tout ça. Et le jeudi, effectivement, il m'appelle Simon en disant « Papa, je suis schizophrène, je ne vais pas pouvoir y arriver. » Et puis, le vendredi matin, il s'est pendu à l'hôpital. Donc, j'ai pas pu... Et en fait, j'étais à l'hosto, là. Et puis, j'ai hésité à partir tout de suite, parce que j'ai senti le truc. Et puis, j'ai pas pu. Puis, je me suis dit « Je vais aller le voir demain. » Voilà. Et voilà. Et ça, vous l'avez appris comment ? À téléphone, bien sûr, ouais. Nous avons une nouvelle, c'est comme pour tout, que ce soit pour la psychiatrie ou nous, moi médecin, je suis en réanimation, on appelle les gens des fois quand ils ne peuvent pas venir. Souvent on leur demande aux gens, venez, on a envie de vous voir tout de suite, donc évidemment personne n'est dupe. Mais là c'était juste pas ça, quoi, hein. C'était pas genre venez tout de suite, mais c'est genre un grand malheur est arrivé, etc. Donc ça, c'était très rapide finalement, du moment où vous avez eu le diagnostic. En fait, ces hospices, ça a duré moins d'1 an et demi, en fait, hein, ces cycles d'hospitalisation et de crise. Et puis, oui, voilà, ça a duré 1 an et demi, ça ne s'améliorait pas. Et puis, la dernière hospice, ça a été pareil, condition... la dernière fois que j'ai vu Simon, c'est menotté, en fait, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Et donc, et puis, là, c'est vrai qu'une fois qu'il était menotté, il nous a dit au revoir quasiment. Enfin, il était assez provoque. C'était quand même, il n'avait pas beaucoup perdu de cette caractère de provocation. Mais voilà, j'imaginais pas que cette fois-ci c'était la dernière. Mais il nous avait déjà dit plusieurs fois qu'il allait passer à l'acte, sachant qu'on était rassurés parce que soi-disant quand on le dit, on le fait pas. Donc là, c'était raté. On a été évidemment le jour où ils nous ont annoncé, et puis le jour où on a été à l'hôpital avec les 2 autres enfants. On a fait une grande réunion, mais on était tellement sidérés que la parole a circulé, mais tous les mots n'ont pas été dits et on n'est pas retourné. Donc on a même voulu porter plainte parce qu'on a considéré que c'était un accident qui n'était pas normal sur les lieux de soins. Mais moi, je ne voulais pas en rajouter. Ma femme se reproche encore ça, de ne pas avoir appelé les flics. Ils nous ont appelé les flics, d'ailleurs. Est-ce que vous voulez porter plainte ? C'est la question qu'ils posent, en fait, un accident comme ça. Puis c'était le jour même, juste pas envie d'entendre parler de quoi que ce soit. Donc c'est moi qui ai eu le coup de fil, je m'en souviens. On a dit non, et puis voilà. Alors, je pense qu'à posteriori, on aurait pu. Alors, ça aurait servi à rien, mais une enquête aurait peut-être été faite. Peut-être qu'on aurait rediscuté, voilà. J'en voyais pas la nécessité, moi. Mais c'était peut-être mon côté rationnel, pour le coup. Médical, ça c'est peut-être mon côté médical qui prenait le dessus. Et la maladie est là, la fatalité, voilà. Et il a choisi, d'ailleurs c'est un geste d'amour. Nous on a considéré, en tout cas c'était notre travail de deuil, que ce qu'il avait fait c'était un geste d'amour. Il ne voulait pas être une loque à notre... pour le reste de sa vie. Et il n'a pas fait chez nous, il a fait à l'hôpital. En 2023, vous avez signé 2 tribunes dans Le Parisien et Libération, dans lesquelles vous racontez votre histoire et vous dénoncez la situation de la psychiatrie publique.
Dans l'une d'elles, vous dites également qu'il y a eu un certain sentiment d'échec au sein de l'équipe soignante de votre fils. Oui, oui, c'est exactement ça. Alors, avec Simon, il n'a jamais été un enfant facile, déjà. Un adulte, encore moins. Plus sa maladie. C'est vrai il adhérait pas beaucoup, je pense, voilà, aux thérapeutiques, non médicamenteuses, par exemple. Ça, je pense. Mais il était attachant, ça c'est sûr. Bon, c'est mon fils, donc j'ai voilà, pas très objectif sur cet attachement. Ben non, ils n'y arrivaient pas. Et puis, de toute façon, les circonstances de son décès ont éclaté le service, hein. Ils sont tous barrés, en fait, les soignants, je crois. Il y a eu un grand drame pour eux aussi. Donc après, j'en sais pas plus, mais je sais que les gens de son pavillon n'ont pas été bien. Nous aussi, on n'est pas bien quand quelqu'un part. Donc là, oui, il y avait un sentiment d'échec, évidemment. Et vous, en tant que médecin, en plus d'être parent, vous n'avez jamais eu de mal à déléguer? Pas du tout, non, franchement, j'ai pas eu de mal à déléguer du tout. Pour le coup, c'est peut-être mon côté médical. Voilà, je faisais confiance voilà, aux collègues spécialistes de psychiatrie, en fait. J'avais rien à faire dans les prises de décision, même si j'aurais aimé peut-être mieux, mais j'espérais que les choses allaient s'arranger. Je sais qu'ils ne sont pas capables de soigner tout le monde et de guérir tout le monde. Ça, par contre, c'était mon côté, ouais, peut-être aussi collégial. Donc, de considérer que la psychiatrie, c'était pas mon domaine et que ils allaient faire ce qu'ils pouvaient, sachant que je connaissais quand même les manques, évidemment, à l'HP, mais ça, j'étais un peu fataliste sur ça, oui. Là, ça m'a bien mis effectivement le doigt sur les défauts de la psychiatrie, plus que des défauts d'ailleurs, hein, que j'avais un peu oubliés, ça c'est vrai. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai plutôt maintenant une sensibilité vis-à-vis de ce qui se passe dans ces établissements. Et puis du coup, je me suis un peu rapproché de par mon combat pour l'hôpital public notamment auprès de collègues qui sont des militants. Et avec lesquels d'ailleurs j'ai pu refaire une tribune dans le Parisien quelques semaines ou mois après, je m'en souviens plus, sur l'enfermement et sur la contention, je crois, il y a eu une autre tribune. Et puis dans mon travail de militant pour les hôpitaux publics, je côtoie beaucoup de psychiatres qui sont très en colère, donc j'ai une information par leur biais. Peut-être orienté, mais je soupçonne quand même que les choses vont très mal, que les lits, il y en a de moins en moins. C'est sûr que le split, c'est pas l'idéal, ça c'est sûr et certain, pas dans les conditions là. Pour traiter une crise, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'hospitaliser, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Là, par contre, je suis incompétent sur ces sujets-là. Peut-être que garder à domicile pourrait être possible, ou en tout cas des lieux d'accueil un peu moins brutaux qu'une institution fermée, si vaste, pavillonnaire pour Blain, avec un certain magnifique parc, comme j'avais écrit dans la tribune, mais voilà, dangereux. Et non, la psychiatrie va mal, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas quelle est les solutions, mais en tout cas, ce n'est pas les moyens qu'on leur donne qui, pour l'instant, va améliorer les choses. Ça m'a aussi aidé à plus supporter les discriminations. Il y a systématiquement vis-à-vis des fous une discrimination, même de mes collègues par exemple, quand un schizophrène se fait opérer ou quand il y a un délire aigu en réa, parce que ça c'est des choses qu'on connaît. Donc là, voilà, il y a de temps en temps, alors peut-être que c'est une défense, mais de temps en temps un peu de moquerie. J'espère pas volontaire, mais ça par contre je lâche pas l'affaire là. Je rentre direct là. Et puis, ça m'a de toute façon aidé pour me relier avec les patients et avec les souffrances des patients, ça c'est sûr, et avec les souffrances des familles, hein, de toute façon. Je dirais que j'ai jamais été très loin quand même. Je ne suis pas d'un milieu social voilà, où on est sur un piédestal en tant que médecin vis-à-vis des patients, vis-à-vis des personnels. Mais en tout cas, ça m'a renforcé dans ce que j'espérais être un lien empathique avec les patients et avec surtout les familles, quoi. Nous, en réa, les malades sont souvent endormis. Donc, c'est clair qu'avec les familles, même si on ne peut pas se projeter, puisque chaque patient est différent, chaque circonstance est différente, chaque maladie est différente. Nous, c'est de la chirurgie cardiaque, donc c'est voilà, des patients qui ont des atteintes cardiaques. Mais c'est vrai que l'accompagnement pour les derniers jours aussi, ça a dû jouer. Même si
On était déjà sensible et au bout de 35 ans de pratique, là j'avais plus de 30 ans de pratique dans la réa, on commence déjà quand même à en savoir un peu plus sur comment accompagner les personnes. Mais oui, ça a forcément amplifié cette volonté, même si je ne suis pas parfait, on n'est pas parfait, on fait des erreurs sans doute, peut-être on emploie encore des mots qui sont blessants, mais voilà, j'essaye d'être le plus à l'écoute possible de ces familles, moi-même n'étant peut-être pas été assez à l'écoute, quoi. Notre famille n'ayant peut-être pas été assez à l'écoute. Je me fais pas beaucoup d'illusions sur la psychiatrie pour l'instant. Mais en tout cas, dans mon métier, oui, j'essaye de revenir sur cette expérience. De toute façon, on ne l'oublie jamais. Et Simon, j'y pense tous les matins. Donc, de toute façon, c'est tout le temps. Et le métier de pratiquer la médecine m'aide à parfois quand même oublier un peu. Voilà, un deuil qui reste douloureux, en fait. Donc, et j'appréhende d'ailleurs depuis travailler, d'être à la retraite, puisque je ne suis pas très loin. Donc là, j'ai juste pas envie. Donc la famille se reconstruit comme elle peut. Mais pour mon métier, toute expérience, c'est pas la seule que j'ai eue, mais en tout cas, toute expérience de ce type-là renforce, je crois, la volonté de croire aux liens humains, qu'on a peut-être oublié en médecine encore. C'était Parentologie, un podcast de Justine Morel, produit par Egora, une marque de Global Media Santé.